Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Vettel était un concurrent féroce, un véritable gentleman. Il était intouchable quand il était au sommet de son art. Alors, qui a dit ça? C'est Alan Perman, d'accord. Il n'a jamais travaillé avec l'Allemand. Le directeur sportif d'Alpine n'a pas oublié le Grand Prix de Hongrie 2021, lors duquel Vettel avait mis une pression folle sur Ocon. Bon, au final, si Vettel avait gagné, il aurait été disqualifié derrière. Ça aurait été moche. Nous nous sommes affrontés en piste, et c'est bien sûr un concurrent féroce. Je pense qu'en Hongrie l'année dernière, nous avons passé, du moins j'ai passé 70 tours assis sur le bord de mon siège, et je savais que si Esteban commettait la moindre erreur, Seb aurait bondi sur l'occasion. Nous avons donc un grand respect pour lui. Je me souviens que fin 2013 à l'époque, où nous nous appelions Lotus, notre voiture était bonne, nous étions régulièrement sur le podium et nous avions même posé problème à Red Bull sur certaines courses. On était parvenus à prendre le meilleur sur Weber et à décrocher la deuxième place à Austin, mais il était impossible de nous rapprocher ne serait-ce qu'un peu de Vettel. Il était alors au sommet de son art et bien sûr Red Bull l'était aussi, donc oui, immense respect pour lui, et comme d'autres personnes l'ont mentionné, c'est un véritable gentleman. Ah, les éloges envers Vettel n'en finissent plus, incroyable, à croire que beaucoup de monde va le regretter dans le paddock. Je vous laisse commenter, ciao. Et Norris qui est très élogieux envers Vettel. Les gens ne réalisent pas à quel point Vettel est une bonne personne. Je ne pense pas que suffisamment de gens réalisent à quel point Seb est bon en tant qu'humain, en tant que personne, il est toujours bien intentionné. Il est passionné par son métier. Et d'une manière ou d'une autre, certaines personnes l'ont parfois mal jugé. Alors que si vous le connaissez bien, vous pouvez pas imaginer de telles choses, mais c'est la vie. C'est ce qui arrive dans le monde de nos jours, c'est fou. Mais en tant que personne, il est toujours prêt à discuter ou à aider. Je pense que c'est peut-être encore plus vrai ces dernières années, depuis que je suis en F1. Il ne s'est pas battu pour le championnat du monde, et tout ça. Alors peut-être que ça lui a permis de s'ouvrir et de nous parler davantage à nous, la jeune génération, que ce soit à propos de la course ou de la vie en dehors de la F1. J'admire le fait qu'il soit toujours ouvert à la discussion, le tout en ayant beaucoup de respect à l'égard de ses adversaires. Si Vettel a parfois été critiqué pour ses engagements dans des circuits, Norris admet qu'il aimerait un jour avoir autant d'impact que lui, estimant que le pilote Aston Martin disait et faisait tout ce qu'il pouvait pour les meilleures raisons. Il entraîne les discussions et fait les gros titres, c'est ce qu'il va accomplir. Ça peut sembler idiot d'arborer des abeilles sur son casque et ce genre de choses, mais il fait exactement ce qu'il veut et j'ai beaucoup de respect pour ça. Ouais, c'est clair, je suis d'accord avec lui. C'est une bonne personne, ce Vettel. Il est devenu une bonne personne parce que, bon, quand il était chez Red Bull, il s'en foutait un peu de tout ça. C'était l'écologie, c'était son cadet, c'était le cadet de ses soucis, on va dire. Mais bon, avec l'âge, il a mûri et il a, surtout depuis qu'il a des enfants, je pense, ça lui a changé sa mentalité aussi. Allez, je vous laisse commenter, ciao. George Russell est le type de gars qui s'étonne d'être en tendance. Le pilote Mercedes ne s'attendait pas à devenir un mème. Un de mes amis m'a envoyé un message disant « Tu es en tendance sur Twitter ?» Et je me suis dit « Oh mon Dieu, pourquoi suis-je en tendance ? Qu'est-ce que quelqu'un a écrit sur moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Mais en lisant beaucoup d'entre eux, je me suis senti très britannique, pour être honnête, ce que j'ai pris avec beaucoup de fierté. C'était amusant de voir la perception de certaines personnes. Je pense que c'est arrivé à un point où tout était permis, où les gens se lançaient. Mais j'ai apprécié ça, j'ai aimé avoir un peu d'amusement comme ça. C'est rare de nos jours que les réseaux sociaux apportent de la positivité et un peu de rire plutôt que la négativité constante et une tentative de rabaisser les gens. Russell s'étonne de la popularité de ce type de tendance, qui ont souvent comme origine une phrase ou une action discrète. Ces choses commencent à partir de nulle part, et vous ne pouvez jamais trouver l'origine. J'ai fait une recherche dans les premières heures, quand ça a commencé à être en tendance, et j'ai trouvé un tweet datant d'avril, où quelqu'un disait simplement « George Russell est le type de gars, 3 petits points », et je pense que c'était quelque chose de très aléatoire, et qu'il a simplement tweeté sans essayer de créer quoi que ce soit. Oui, bah ça c'est la magie de Twitter, Georges. Bon après voilà, il n'y a pas de shitstorm sur lui, il se comporte bien, donc il n'y a pas de raison de le rabaisser ou quoi. Je pense pas que ça arrivera d'ailleurs, à moins qu'il se comporte d'une façon mauvaise en course, qu'il a un accrochage avec un pilote, il n'y a pas de raison de le critiquer, Georges il fait le boulot, franchement, c'est un super pilote quoi. Donc voilà. À voir s'il aura des tendances négatives un jour, on verra ça, ciao. Massa révèle le secret autour de son contrat Ferrari. Le Brésilien était tenu de garder sa langue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Felipe Massa ? Il a rejoint Ferrari donc pour la saison 2006 après avoir été chez Sauber et devenu l'un des pilotes ayant le plus roulé en F1 dans l'histoire de Scuderia. Il a réalisé 139 courses. Seul Michael Schumacher et Kimi Räikkönen ont couru davantage chez Ferrari. Il a remporté 11 victoires et 15 pôles pour les Rouges. En 2000, Massa a remporté les championnats italiens et européens de Formule 2 au cours de la même saison, date à laquelle Ferrari avait son choix. En 2000, j'ai remporté les championnats italiens et européens de Formule 2 au cours de la même saison. Après ça, beaucoup ont essayé de me mettre sous contrat. Une réunion a été organisée avec Ferrari à Maranello, je ne le savais pas à l'époque, mais ils surveillaient tout ce que je faisais.
Test, télémétrie, course, tout. Ensuite, ils m'ont dit, nous allons signer un contrat avec toi en tant que jeune pilote pour Ferrari, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Mais tu ne peux le dire à personne, ça doit être un secret. J'ai donc signé un contrat de 8 ans avec Ferrari, et je n'ai pas été autorisé à le dire. À personne, juste ma famille. C'était incroyablement difficile. Ensuite, je suis allé piloter pour Sauber, avec des moteurs Ferrari, puis j'ai reçu l'appel de Ferrari. En 2006, je courais pour Ferrari. C'est un rêve devenu réalité. D'accord, bah écoutez, je ne savais pas cette histoire, personne ne savait d'ailleurs, ça tombe bien. Jolie anecdote de Felipe Massa qui a été repéré très vite par Ferrari. Bon, après, il a eu la carrière qu'il a eue, hein. Je dirais que le tournant de sa carrière, lui, c'est quand il s'est pris l'espèce de ressort en Hongrie, là, en 2009, pendant les qualifs, là, il était... Il a perdu en perf à ce moment-là, hein. Je trouve qu'après, c'était plus le même pilote. Il était moins rapide, hein, tout simplement. Il en a perdu un peu, mais bon, après, voilà, ça restait un pilote très correct. Tout de même, hein. Je vous laisse commenter. Qu'est-ce que vous pensez de Massa? Ciao. Sainz, nous avons manqué de constance sur tous les fronts chez Ferrari. Sans déconner. Oui, c'est vrai. Bien joué, Sainz. Toi, au moins, tu es lucide, pas comme Binotto. Il y avait un manque évident de constance sur tous les fronts. De mon côté, tout d'abord, je ne parvenais pas à trouver mes aises avec la voiture, et maintenant que la voiture est très rapide, je m'y sens mieux. Il y a encore quelques problèmes de fiabilité, et lors des arrêts au stand aussi, il y a des problèmes. Ils ne nous permettent pas d'être constants, et en Hongrie, j'aurais probablement été en mesure de décrocher un meilleur résultat. Avant de nous rendre à Spa, nous devons voir ce que nous pouvons améliorer, car rien n'a été bon. Ça affecte notre personnel lorsque nous ne terminons pas sur un podium, ou que nous n'emportons pas la victoire, alors qu'on devrait. Notre équipe a clairement besoin de mûrir et de s'améliorer pour décrocher des victoires constamment. Durant la course en Hongrie, je pense que nous n'avions pas de rythme. Vous savez, Red Bull aussi connaissait une mauvaise journée sur le Red Bull Ring, et personne ne disait qu'il devait s'améliorer. Le rythme était mauvais là-bas, comme le nôtre en Hongrie. Ouais, sauf que Red Bull, ça arrive rarement en fait. Que vous, c'est tout le temps. Les problèmes. Donc oui, effectivement, on vous dit de vous améliorer à chaque fois. Mais ça ne change rien, vous êtes toujours aussi nul. Donc ça, c'est dommage quand même. Bon, à voir ce que ça va donner dans moins de 15 jours à Spa. Ciao. Button prévient, les pilotes seront mécontents si Spa disparaît du calendrier. Ah bah oui, je comprends bien. Si Spa n'est plus là, je vais vraiment être contrarié. Monaco est un peu plus délicat car beaucoup de choses se passent en coulisses. A déclaré Button, mais si vous retirez Spa, ça ne sera pas parce qu'il s'agit de mauvais circuits. C'est l'un des meilleurs circuits au monde, les courses y sont incroyables, les pilotes et les équipes l'adorent. On doit être prudent, nous savons que la F1 est un divertissement avec un show télévisé, l'a rendu très populaire aux US, qui est super pour le sport. Mais on doit s'assurer que la course reste passionnante et aller sur des circuits qui le permettent, autrement les pilotes ne vont pas être contents. J'apprécie le mélange entre circuit urbain et tracé old school, mais nous ne pouvons pas aller visiter tous les centres-villes justement en raison de leur remplacement. Juste en raison de leur remplacement, pardon. Bah, c'est vrai que elles sont pas adaptées vraiment les F1 pour rouler en centre-ville. Les Formule E, oui, ok, pourquoi pas. Mais des F1, c'est super long et super large, désolé, mais c'est pas adapté, quoi. Hein. En plus, ça met pas vraiment en valeur la nouvelle réglementation d'aller visiter des circuits urbains. Honnêtement, bon, des circuits traditionnels, c'est ce qu'il y a de mieux pour la F1. Ça doit dépendre de la piste en elle-même, mais aussi du pays visité, car c'est ainsi que vous obtenez une base de fans, et pouvoir suivre une course amusante à la télé avec beaucoup de luttes et de dépassements, c'est important également. Bah, je suis totalement d'accord avec Jenson Button, hein, franchement. On ne doit pas retirer Spa pour rien au monde. C'est un des classiques de la F1, donc il faut le laisser. Je vous laisse commenter, ciao. Ricciardo sera ouvert à une participation aux 12 heures de Bathurst, après la F1. Eh bah, peut-être dès 2023 du coup. Et Verstappen aussi apparemment. Lui-même enclin à disputer cette épreuve un jour, Ricciardo rejoindra-t-il son ancien coéquipier si celui-ci se rend aux antipodes? Visiblement, le pilote McLaren estime que ce sera compliqué tant qu'il évoluera dans la discipline reine. Pas pour le moment, je pense que c'est une belle chose pour laquelle je serai ouvert après la F1. Je ne sais pas s'il sera possible d'y participer tant que je serai en F1. C'est toujours la même histoire avec le calendrier, si nous avons 24 courses l'année prochaine, ça va être mouvementé. Je pense donc que ma capacité à faire autre chose sera assez faible, mais il est certain que mon intérêt pour cet événement est relativement élevé. Mais je suis probablement, ça se fera que lorsque j'aurai davantage de cheveux gris. Ok. Oui, bah ça paraît logique, ils vont pas faire ça en pleine saison de F1. Je sais pas quand ça tombe exactement, je crois que c'est en dehors du calendrier, il me semble, mais bon. Alors, ça sera, ouais, c'est ça, c'est en février 2023. Donc c'est en dehors du calendrier pour le coup. Sauf si, évidemment, ça tombe pendant les essais hivernaux de la Formule 1. Ce qui serait un peu ballot. Donc à voir, hein, peut-être un jour Verstappen et Ricciardo ensemble aux 2 heures de Bathurst, ça serait marrant. Ciao. Alors, Helmut Marko qui déclare que Verstappen est le plus beau succès de Red Bull jusqu'à présent. Bon, bah, Vettel appréciera. Il représente clairement notre plus beau succès malgré les 4 titres de Vettel. Après tout, Max n'a que 24 ans et est encore très jeune, mais il est déjà très expérimenté. Si Red Bull a donné sa chance à de nombreux pilotes en F1, l'écurie autrichienne n'hésite pas à demander à ses talents d'aller voir ailleurs si les résultats n'apportent pas satisfaction. C'est par exemple le cas de Jean-Éric Vergne, qui a piloté pour Toro Rosso de 2012 à 2014, mais qui a vu Red Bull lui préférer Kvyat
pour remplacer Vettel, parti chez Ferrari en 2015. Mais comme le rappelle Marco, il reste possible de faire une très belle carrière en dehors de la discipline reine. Un pilote comme Jev gagne tout de même 4 millions par saison en Formule 1. Ça peut sembler dur de devoir quitter la F1, mais un pilote qui ne réussit pas en Formule 1 reste capable de faire une belle carrière dans une autre discipline. Ah ouais, 4 millions en Formule 1 quand même pour Jev. C'est bien payé, hein, ça va. Hein. Bon, après, il a été double champion du monde là-bas, mais ouais, ça va, il est pas à plaindre. Hein. Bon, bah écoutez, voilà pour cette courte intervention de Marco qui estime donc que Verstappen est le plus beau succès de Red Bull jusqu'à présent. Vous en pensez quoi, vous? Ciao. Pourquoi Bottas est plus à l'aise avec l'Alfa Romeo qu'avec les Mercedes? Bottas se sent plus à l'aise avec les réglages de la base de l'Alfa Romeo que lors de son passage chez Mercedes. Ce qui explique, selon lui, le niveau de confiance affiché par le Finlandais. J'ai l'impression que par le passé, assez souvent, les réglages qui étaient théoriquement les plus rapides n'étaient pas nécessairement les plus agréables, les plus faciles à utiliser ou les plus adaptés à mon style. Ils étaient peut-être plus adaptés au style de Lewis, du coup. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que, pour moi au moins, ça correspond un peu plus au niveau du point de départ de setup qui nous semble être le meilleur. En théorie, elle se comporte déjà assez bien, et puis quand nous l'affinons à partir de ça, alors elle devient encore meilleure. Pour autant, estime-t-il mieux piloter cette saison? C'est assez difficile à mesurer, car évidemment, tout est nouveau cette année. Et pour ce qui est de mes sensations dans la voiture, je me sens vraiment à l'aise. Je dirais que Monaco et surtout Bakou ont été des courses difficiles. Je ne crois pas avoir atteint mon pic en tant que pilote, en tant qu'individu, donc je suis toujours en train d'apprendre. C'est la beauté de cette discipline si vous voulez toujours apprendre, et je suppose que ça dépend aussi de l'atmosphère et de l'environnement, et tout. Pour moi ça marche, j'aime vraiment cette voiture, je peux la régler comme je veux. Il faudrait juste que la voiture soit un peu plus fiable en fait. Ça pourrait être pas mal de finir les courses, et ainsi marquer quelques points. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao. Et vous reprendrez bien un petit peu d'Abu Dhabi 2021 là, non? Je crois qu'on en a pas assez parlé encore. Wolf, je repense à Abu Dhabi 2021, tous les jours. Quel enfer. Bon, je vais pas vous remémorer ce qui s'est passé, on le sait tous. Je passe donc cette introduction. Quand Motorsport lui a demandé, dans une interview exclusive, s'il pensait encore à ce qui s'est passé à Abu Dhabi, j'y pense tous les jours. Mais je suis en paix avec le fait que Max ait gagné le championnat, parce qu'il est un champion méritant. Au sujet de la manière dont les choses se sont déroulées, je pense que j'ai des valeurs liées à l'équité, et surtout à l'équité sportive. C'est ce qui procure mon amour fondamental pour cette discipline. Et ce jour-là, les valeurs ont été battues en brèche. Bien que de nombreuses questions subsistent sur ce qui s'est réellement passé ce jour-là dans la salle de direction de course, notamment parce qu'il est apparu récemment que Masi a signé un accord de non-divulgation pour ne jamais en parler, la FIA a tenté de tirer un trait sur ces événements, mais des interrogations persistent cette année sur la cohérence de la nouvelle structure de la direction de course, ainsi que sur l'approche et l'attitude du nouveau président de la FIA, Ben Sulayem. Concernant le travail de ce dernier a fait jusqu'à présent, Wolf a déclaré que certaines difficultés étaient inévitables compte tenu du changement qu'il cherchait à introduire. Je pense que Ben Sulayem, la façon dont il embauche et recrute, montre pour moi la direction à suivre. Chaque personnalité a ses particularités, et je pense que l'objectif premier, d'être transparent, de garantir une bonne gouvernance, est un bon cadre, et ce que je vois se produire. Y aura-t-il des obstacles sur la route? Car l'organisation de Mohamed doit se mettre en place, et chacun doit trouver son rôle? Oui, bien sûr. Mais je suis content de la façon dont ça se passe. Ils sont ouverts d'esprit, ils n'ont pas d'opinion arrêtée. Pour moi, ils sont transparents, honnêtes et intègres. Ouais, moi j'attends de voir sur plusieurs années, parce que là, ça fait que quelques mois qu'il est en place. Notre ami Momo, Ben Sulayem, donc on va attendre de voir au moins une saison entière, voire deux. Hein. C'est un peu tôt pour juger, là, pour l'instant. Bref, en tout cas, les fans, ils ont pas oublié ce qui s'est passé. Et n'oublions jamais. Voilà, c'est dit. Allez, ciao.